Au XXe siècle, de nombreux régimes autoritaires se sont installés en Europe. Francisco Franco, né en 1892 et décédé en 1975, est un homme d'État espagnol. Né d'une famille militaire au nord-ouest de l'Espagne, dans une petite ville nommée El Ferrol, c'est un enfant assez introverti, considéré comme médiocre par son géniteur. Franco a servi dans l'armée de terre dès 15 ans, après avoir fait des études avec des résultats plutôt mauvais. Lors de son engagement dans l'armée de terre, il reçoit un enseignement qui lui inculque que l'Espagne est une grande nation victorieuse. De 1912 à 1926, il est envoyé au Maroc pour lutter contre des violentes émeutes. Comment Franco arrive-t-il au pouvoir? Est-ce qu'il instaure un régime autoritaire ou totalitaire? À cette époque, l'unique façon pour les jeunes officiers espagnols d'obtenir des promotions était de partir au Maroc combattre les tribus rebelles du Rif dans le nord du pays. De sorte qu'après 1 an et demi de vie de garnison au Ferrol, Franco fut nommé lieutenant et envoyé au Maroc en février 1912, où il avait très peu de chances de survivre. Durant 4 ans, Francisco Franco prit tous les risques, surtout après son affectation, à sa demande, aux forces indigènes organisées sur le modèle français en bataillon, appelé Tabor. Il y forgea son caractère impassible et gagna sa réputation d'être toujours à la tête de ses hommes. À cette époque, on commence déjà à l'appeler Caudillo. Suite à une bataille, il est grièvement blessé. Son ascension rapide pour mérite de guerre et cette blessure lui valut le grade de commandant. Revenu en Espagne, il demeura 3 ans à Oviedo, dans les Asturies, où il rencontra Carmen Polo y Martínez, qu'il épousa en 1923 et y eut une fille, Carmen. En 1920, il accepta le commandement de la première Bandera, de la Légion qui venait d'être créée. Il y imposa une discipline de fer, mais se fit respecter des légionnaires parce qu'il partageait les risques. En Espagne, le général Primo de Rivera prit le pouvoir le 13 septembre 1923 avec l'appui de l'armée et du roi. Primo de Rivera lança l'opération franco-espagnole à Alhucemas. C'est un des premiers débarquements aéronavals de l'histoire, en 1925. Avec à sa tête le général Franco, le succès lui permit de devenir général de brigade en 1926 et d'être décoré de la Légion d'honneur française. Il devient alors le plus jeune Galle d'Europe. En 1928, suite à ses exploits, il devient le directeur de la nouvelle Académie générale de Saragosse. Franco dirigea cette institution avec passion et efficacité jusqu'à sa fermeture en juillet 1931. Lors de l'instauration de la Seconde République, Primo de Rivera a démissionné le 28 janvier 1930 car en 1920 l'Espagne a connu une époque de crise économique. Le 14 avril 1931, le roi Alphonse VIII abandonne le pouvoir. En compensation de la fermeture de l'Académie de Saragosse, le nouveau gouvernement lui confia des postes importants. Il devient gouverneur général des Baléares en février 1923 et assesseur technique du ministre de la Guerre. Il organisa la répression de la révolte asturienne des Gauches unies lors de la Révolution d'octobre 1934. Mais la victoire du Front populaire aux élections du 16 février 1936 provoqua son éloignement. Il fut nommé gouverneur militaire des Canaries. Dès la victoire du Front populaire, le général Emilio Mola, gouverneur de Pampelune, prépara une conspiration militaire. L'organisation secrète souhaitait la participation de Franco en raison de son prestige dans les troupes d'Afrique et parmi les jeunes officiers formés à Saragosse. Lors de l'Alzamiento, le 18 juillet 1936, il parvint à gagner le Maroc et organiser les rebelles, puis passer en Andalousie avec ses premiers bataillons de combattants marocains. C'est le début de la guerre civile. Le 24 juillet 1936, le gouvernement de Léon Blum décide d'apporter une aide militaire et financière au camp républicain, sans toutefois intervenir directement. De l'autre côté, Franco obtint le 28 juillet 1936 les aides allemandes et italiennes. L'Allemagne et l'Italie fournirent des avions et des chars pour faciliter le transport du Maroc à l'Espagne. Grâce à ces précieuses troupes,
et au mouvement nationaliste, Franco réussit à conquérir un tiers du pays espagnol, malgré que ce ne soit pas un succès complet. Ses échecs à Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao renforcent l'idée de la guerre civile. Le 27 septembre 1936, la prise de Tolède par les troupes nationalistes. Grâce à cette victoire, le 1er octobre 1936, Franco est désigné comme le chef dans la zone nationaliste. Durant toute la guerre, il affronte l'armée populaire qui est composée de milices encadrées, d'officiers fidèles de la République et aussi de l'appui des soviétiques. Beaucoup de villes sont détruites par les bombardements. La plus connue est Guernica, qui a été bombardée le 26 avril 1937. Des avions de la Légion Condor allemande. Beaucoup de civils sont touchés. Le 1er mai 1937, Picasso commence ses premières études sur son tableau Guernica. Franco n'était pas un fin stratège, mais il réussit à opérer rapidement la jonction entre ses armées du nord et celles du sud, tout en bloquant la frontière française à l'ouest, ainsi qu'à couper la tache loyale du nord, Pays basque aux Asturies de la capitale. De même, dans le cadre d'une course à la mer au printemps 1938, il coupa la Catalogne de Valence et de Madrid. Par ailleurs, il privilégia les facteurs politiques sur ses objectifs militaires, usa habilement de la propagande, notamment du culte à la personnalité à travers l'épithète Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, et de la radio. Fit durer la guerre pour mieux écraser l'adversaire, tout au moins jusqu'à ce que se précise la menace de la Seconde Guerre mondiale, à l'été de 1938. Le 26 janvier 1939, il prit Barcelone à la suite d'un coup d'État du colonel Casado. Le 5 mars 1939, contre le gouvernement de Juan Negrín. Du 5 au 10 mars 1939, des affrontements internes dans les camps républicains à Madrid, car plusieurs partis le composent et des désaccords sont présents. Le 28 mars 1939, les troupes nationalistes arrivent et occupent Madrid. Le 1er avril 1939, Franco déclare la fin de la guerre civile espagnole, dont le bilan s'élève au moins à 600 000 victimes civiles et militaires. Au final, Franco a totalement bouleversé la guerre civile espagnole en réprimant tous ses opposants et en utilisant de la propagande. Il a créé aussi un parti unique que tout le monde doit suivre. Son régime est bien un régime autoritaire et non totalitaire. Ce qui le distingue d'un régime totalitaire, c'est le fait qu'il ait un opposant organisé en face, les républicains. Que deviennent le régime franquiste et l'Espagne après la guerre ? Pendant la guerre, l'Espagne est supposée être non-interventionniste. Sympathisante des puissances de l'Axe, donc l'Allemagne, l'Italie et le Japon, l'Espagne n'entre pas en guerre, non par résistance à Hitler, comme ses partisans tenteront de le faire croire, mais seulement parce que Hitler lui-même ne tient pas à ce qu'il entre en guerre. L'Espagne, en 1940, n'est pas une grande utilité à Hitler, mais Madrid ne fournit pas moins de 20 000 volontaires pour le front russe et 100 000 travailleurs pour les usines d'armement allemandes. La guerre civile a entraîné le départ de plusieurs vagues de réfugiés vers la France, de 1936 jusqu'en 1939, où la chute de Barcelone, avec la défaite des Républicains, provoque en 15 jours une exode sans précédent. Près d'un demi-million de personnes, pour la plupart des Républicains, franchissent alors la frontière des Pyrénées, dans de terribles conditions. C'est ce qu'on appelle la retirada. En 1944, des groupes d'exilés républicains, anciens maquisards en France, repassent les Pyrénées et tentent de lancer une guérilla contre le régime franquiste. Isolés, divisés et probablement trahis, ils sont rapidement mis hors de combat. En 1946, l'ONU décrète un boycott diplomatique contre l'Espagne. Il s'agit de n'envoyer ni le président ni aucun autre responsable gouvernemental sur un événement donné. Après la Seconde Guerre mondiale, le régime de Franco est complètement isolé économiquement et sur le plan de la politique étrangère. L'Espagne est unanimement condamnée comme alliée de l'Axe. Cela conduit à de grands problèmes pour l'approvisionnement de la population. Les années 1950 marquent donc la fin de l'autarcie pour l'Espagne. Ce n'est qu'en 1953 que Franco peut conclure un traité de stationnement de troupes avec les États-Unis, le Tratado de Amistad y Cooperación, le traité d'amitié et de coopération, qui confère aux États-Unis un accès à plusieurs bases militaires et navales espagnoles en échange d'une aide militaire et économique, faisant de l'Espagne un membre important du bloc de l'Ouest, bien que l'Espagne franquiste ne soit jamais officiellement membre de l'OTAN.
Un peu plus tard, un concordat est signé avec le Vatican. C'est un accord écrit à caractère de compromis pour calmer les tensions. Et le pays espagnol adhère finalement à l'ONU en 1955. La guerre froide permet à Franco de bénéficier du plan Marshall en 1950 et ainsi d'accueillir le président Dwight Eisenhower et de défiler triomphalement à Madrid avec lui, comme un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1967, l'opposition à Franco est de plus en plus forte, avec des grèves, des manifestations d'étudiants, des attentats d'autonomistes basques. L'Église catholique cesse alors d'être un appui pour le régime et se range dans l'opposition à partir de 1970. Le pouvoir du dictateur s'affaiblira progressivement à partir de là. Franco vieillissant, il cède en juillet-septembre 1974 les fonctions de chef de l'État à Juan Carlos, puis il meurt le 20 novembre 1975. Juan Carlos est alors couronné roi d'Espagne conformément à la loi de succession de 1946, précisant notamment que l'Espagne est un État catholique et social, constituant un royaume en accord avec ses traditions, ce qui signifie que le pays était resté un royaume sans roi pendant la dictature. L'arrivée au pouvoir de Franco reste pour beaucoup d'historiens un peu floue, puisque, à l'inverse d'Hitler ou Mussolini, Franco ne possède aucune des qualités qui prédisposent à devenir un conducteur du peuple. Il ne brille ni par ses capacités militaires, ni par ses dons intellectuels. Franco est un soldat courageux, mais un stratège médiocre, écrit l'historien Joseph Pérez. Ultime salutation d'un peuple qui ne l'a pas toujours détesté, une foule nombreuse défilera devant sa dépouille exposée au palais royal de Madrid. Franco et le franquisme sont aujourd'hui peu familiers aux jeunes générations d'Espagnols. Ceux qui les ont connus expriment souvent, à leur évocation, un certain embarras. Nulle commission mémorielle ou de réconciliation n'a jamais siégé en Espagne. Une loi d'amnistie va d'ailleurs être votée en 1977 qui va écarter la possibilité de la poursuite des crimes franquistes. On peut donc voir que, après la guerre, le régime franquiste s'est enfoncé. Malgré tout, nombreux sont les nostalgiques du régime franquiste et de Franco.